Bonjour à tous et soyez les bienvenus au Conspiratorium. Ceux qui pensent que Tshisekedi est en mode dictature le disent parce qu'ils n'ont rien encore vu. Bientôt, oui, il va être dictateur. Et un dictateur dans le bon sens, car il va faire exactement ce qu'on attendait de lui. Ce que le peuple attendait de lui, c'est ce qu'il va faire maintenant. Pourquoi nous disons tout ça? Il y a beaucoup de politiciens congolais et d'autres commandeurs qui se sont ralliés à ce mouvement, des gens qui se veulent réfugiés. Ils disent qu'ils vont en exil parce que Tshisekedi leur fait du mal ou voudrait leur faire du mal au pays. En fait, ce sont des gens qui ne se retrouvent plus parce qu'ils mangeaient sous l'ancienne présidence de Kabila et qu'ils se servaient directement avec les cartes de crédit. Vous connaissez tout ce qui se passait, et d'autres dans des détournements de toutes sortes. Ils ne sont plus aux affaires, c'est qu'ils ne peuvent plus voler. Et comme ils n'ont plus un moyen de survie, ils vont chercher comment survivre ailleurs en se déclarant exilés politiques. Mais Tshisekedi ne chasse personne, il n'arrête personne, il ne poursuit personne. Les gens le crient dessus, l'insultent à longueur de journée à Kinshasa et il n'y a personne qui est inquiété. Je ne vois pourquoi eux-là doivent partir pour aller demander asile. Mais s'ils le font, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. À savoir, prenons Katumbi. Katumbi était chassé du pays et il a vécu à l'extérieur et sans droit jusqu'à perdre même le passeport congolais. C'était sous Kabila. Tshisekedi prend le pouvoir, il appelle Katumbi, Katumbi revient et une fois réinstallé dans ses droits, les biens qui lui avaient été confisqués par Kabila lui sont retournés par Tshisekedi. Je m'excuse, j'ai un petit chat à la gorge. Il a changé de casquette et il est devenu contre Tshisekedi, pas seulement contre Tshisekedi, mais contre la politique totale de Tshisekedi, quand bien même il se voulait de la même famille politique Union Sacrée avec Tshisekedi. Vous savez ce qui s'est passé. Il se lance aux élections et il échoue amèrement. Avec tous les milliards qu'on lui avait donnés pour qu'il puisse gagner les élections, il a complètement, ça a été la déconfiture, ça a été la contre-performance totale. Et là, il court, il va se cacher du même côté que tout le monde se cache. Prenons Ambongo. Ambongo, lui, ce sera l'opposant éternel. Pourquoi? Parce que depuis les années 60, l'Église catholique vit dans du fraude. Des fausses écoles, des écoles fictives, disons. Donc, avec ça, des enseignants et des élèves fictifs, mais dont les fonds alloués à l'enseignement revenaient aussi aux églises catholiques. Donc, ces fausses églises, ces fausses écoles. Et quand on les découvre, c'est qu'on libéralise, on n'a même pas encore coupé. On n'a pas coupé les vivres à ces écoles-là, à ces fausses écoles, à ces enseignants et élèves fictifs. Non, on a juste libéralisé l'accès à l'enseignement. On a poussé les enfants à retourner à l'école sans devoir payer des frais de scolarité, mettons au niveau primaire. Ça, Ambongo ne l'a pas accepté. L'Église catholique du Congo ne l'a pas accepté parce que c'est avec ça que eux se faisaient, selon les spécialistes, les gens qui se sont penchés sur la question, l'Église catholique empochait près d'1 milliard de dollars par an grâce aux frais scolaires imposés aux familles, aux enfants qui fréquentaient ces écoles. Vous vous rendez compte, c'est combien? Maintenant que les enfants doivent aller à l'école ou peuvent fréquenter les écoles sans payer, ils ne sont plus obligés de payer ces frais à l'Église catholique. Les problèmes ont commencé. Tout de suite, l'Église catholique, avec leur étendard Ambongo et Chole, se sont lancés en offensive contre le gouvernement Tshisekedi. Vous vous rappelez de l'épisode où le monsieur Ambongo
déclare du haut de l'estrade qu'il admire le leadership de Kagame. Kagame, dont la République démocratique du Congo a souffert, dont le peuple congolais a souffert jusqu'à perdre près de 15 millions de ses citoyens. Mais c'est là l'exemple à suivre pour Ambongo. Vous vous rappelez des tours de va-et-vient de ces membres de la Senko, présidés par Ambongo, au Rwanda, Kigali. Et dernièrement, comme tout ce qu'il avait fait ne suffisait pas, le jour où on commémorait le premier anniversaire du Génocide, le génocide économique causé par les actions du Rwanda, le Monsengo national, pas le Monsengo national, mais plutôt le Ambongo national, il va au Rwanda, il se trouve une excuse d'y aller. Le même jour, il va au Rwanda, il va non, je suis le président de la conférence épiscopale, l'Afrique centrale, je dois y être. Oui, si c'est organisé à Kigali et que tu te trouves obligé d'y aller, mais que ça tombe le même jour qu'on est en train de commémorer le génocide commis par le Rwanda en RDC, normalement une personne normale qui joue de ses facultés mentales, on ne parle pas encore de morale, juste mentale, va se dire non, je ne peux pas aller au Rwanda. Il va se trouver n'importe quelle excuse pour ne pas y aller. Mais lui, il a fonctionné. Il a fignolé tout de manière à ne pas manquer d'aller. Mais en disant, mais moi, je suis le président de la conférence épiscopale d'Afrique centrale, je dois y être. Alors, il cache ce qu'il va faire contre son peuple, son propre peuple, ses propres concitoyens, sous une étiquette officielle. Et il va au Rwanda. Au lieu d'être avec les Congolais, qui se remémorent et qui pleurent leur mort. Ambongo, tellement qu'il déteste Tshisekedi avec passion, il voudrait que Tshisekedi disparaisse par tous les moyens, incluant toute sa famille. Il oublie que derrière tout ça, il y a un peuple, il y a un pays. Alors, sa haine contre Tshisekedi dépasse de loin l'amour qu'il pouvait avoir à l'envers de son peuple et de son pays, la RDC. Lui, là, ne vous étonnez pas qu'à un moment, il finisse par dire qu'il ne peut plus vivre au Congo parce qu'il est menacé. Que lui aussi, il s'en va en exil. Kabila, il était au Congo, il faisait des va-et-vient à l'étranger comme il veut, en demandant toujours de manière officielle, parce qu'on doit s'assurer de sa sécurité. Mais quand les services de sécurité touchent du doigt les gens qui sont derrière le phénomène Mombondo à Kinshasa, et que ça pointe vers lui, il s'est sauvé. Il a fui nuitamment, il a quitté le pays sans demander permission, sans avertir. Il s'est sauvé. Et qui plus est, il choisit finalement et ouvertement d'aller chapeauter et diriger le M23 AFC, dont il était accusé d'être le promoteur ou le générateur même, par les services du pays, et en l'occurrence par le président actuel du pays. Il nous l'a prouvé, il a confirmé que c'est lui. Alors, s'il peut être le chef du M23, version actuelle, il n'y a pas de doute que c'était lui qui était le chef du M23, ancienne version.
Le M23 qui précédemment était le CNDP. Le CNDP qui précédemment était le RCD. Le RCD qui précédemment était l'AFDL. L'AFDL qui est effectivement le FPR rwandais en RDC. Le FPR de Kagame, qui est son parti au pouvoir au Rwanda, une fois transposé sur le sol congolais, ça s'appelait AFDL. Et nous savons maintenant comment ça tournait et ça a connu des changements jusqu'à en arriver au M23 et créé concomitamment un autre mouvement AFC. Ça, c'est toujours Kabila. Alors vous, Congolaises et Congolais, vous qui vous demandez les malheurs qui ont frappé la RDC et qui l'ont coulé à ce point depuis les années 2000, depuis les années 90, ne vous posez plus de questions. C'est Kagame et Kabila. Il ne peut plus s'en disculper. Hier, je parlais avec un aîné très respecté. C'est lui qui avait inspiré à Tshisekedi d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. C'était lui. C'est lui qui avait traduit le document ultra secret qui était en Kinyarwanda et qu'on ne savait pas comment le comprendre. C'est lui qui avait traduit ce document-là. Et il n'est pas du Kivu non plus. Il n'est pas du Shaba, ce n'est pas un Moussouaïli. Mais il parle le Kirundi, Kinyarwanda, il parle toutes ces langues là-bas. Il a longtemps travaillé aux Nations Unies. Il a travaillé en Afrique du Sud. Il a travaillé au Canada. Il est installé au Canada. Hier, il me dit que Ambongo est une personne sans scrupules. Je connaissais que ça devait dire quelque chose de très fort, mais je suis allé vérifier. En vérifiant sur Google, qu'est-ce que Google dit? Ce qui est sans scrupule veut dire ce qui n'est préoccupé par nul sens de la morale ou d'un quelconque altruisme. L'altruisme, ce qui est le fait de mettre l'intérêt de l'autre avant son propre intérêt. Alors, si Ambongo n'a aucun sens moral et d'altruisme, ça justifie son comportement. Parce qu'il ne reçoit plus les 1 milliard de dollars qu'il recevait frauduleusement en volant cela au pays depuis les années 60, comme ça s'est suivi par l'Église catholique. Alors, il faut détruire le Congo. Quant à faire, il faut donner le Congo au Rwanda. Il faut tuer plus de Congolais. Il faut soutenir le M23, AFC, Kagame, Kabila. C'est ça, Ambongo. J'ai ma grande sœur qui a passé presque toute sa vie au couvent. Elle est partie, elle avait 17 ans, ou peut-être 18 ans maximum. Aujourd'hui, il est dans sa fin soixantaine. Entendra ce que je dis. Elle ne sera pas contente de moi. Mais c'est la vérité. Elle dira, ouais, mambo na akili. C'est ce qu'elle dira. Je suis préparé à écouter cela. Et je l'aime, ma sœur, pareil. Mais je comprends qu'elle doit défendre son boss. Mais son boss est un margoulin. C'est un filou. C'est un brigand. C'est un bandit de grand chemin. Il se cache derrière la toge. Et en parlant du haut de sa chair de l'Église catholique, il soutient ceux qui tuent le pays. Vous voulez parler de qui d'autre? Moi, je ne considère pas les gens comme les Nanga et les autres comme des opposants. Non, ce sont des affamés. Ce sont des gens qui vivaient du jour le jour
L'argent venait gratuitement auprès d'eux. Tshisekedi arrive, l'argent n'arrive plus, alors ils doivent tout détruire sur leur chemin. Quia non pavisti occidisti. C'est du latin. Quia non pavisti occidisti. Parce que tu ne l'as pas nourri, tu l'as tué. Pour dire d'un parent, un père ou une mère qui n'a pas élevé un enfant. Quand tu n'as pas élevé un enfant, tu ne sais pas, tu ne connais pas la souffrance d'élever un enfant. Tu ne connais pas cette souffrance de donner naissance à un enfant. Alors, pour détruire cet enfant-là, ça te prend rien. Parce que tu n'as pas travaillé pour le Congo. Tu n'as pas travaillé pour la Congolaise, ni pour le Congolais. Et tu t'en fous, tu vas les détruire. C'est ça, l'église catholique de Ambongo. Quia non pavisti ou pavisti occidisti. Parce que tu ne l'as pas nourri, tu n'as pas souffert pour, tu veux le détruire. Mais ceux qui souffrent pour le Congo, ceux qui aiment le Congo, ceux qui ressentent la douleur de la RDC, vont se battre pour. Papa Tshisekedi, le fils Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Thérèse Kaykwamba, Constant Mutamba qu'on est en train de persécuter aujourd'hui, et qui d'autres? Tant d'autres que vous pouvez citer, mais moi je ne cite que ceux qui sont réellement visibles au front. Prenons qui d'autres qui pourraient aller en exil. Ça ne m'étonnerait pas de voir ces gens-là qui sont au Parlement aller en exil. Pourquoi je dis toutes ces choses? Parce que Tshisekedi va changer. Il va signer les accords bientôt avec les Américains. Après ça, tout sera au niveau bilatéral, au niveau ministériel. Quand tout va se placer, il doit sécuriser et surtout mettre en confiance les Américains. Qu'est-ce que cela veut dire? Combattre la corruption sans vergogne. Comme ça se fait. Aux États-Unis, il y a une corruption incroyable. Mais aussi longtemps que tu utilises la loi pour ce faire, tu ne sentiras pas la puissance de la lutte contre la corruption. Tu vas vivre. C'est ainsi que le pays est arrivé à une dette de plus de 32 000 milliards ou 32 trilliards de dollars de dette sans que les gens ne fassent de prison. Parce qu'ils utilisent le système, ils utilisent la loi et ils se cachent derrière ça. C'est un pays en faillite. Mais à cause de sa puissance qu'il a établie sur les autres pays, il n'y a personne, aucun autre pays qui est capable de le mettre à genoux au moment où on se parle aujourd'hui. Ça ne va pas nécessairement être le cas demain ou après-demain. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça pourrait être 5 ans, 10 ans, pas plus. Mais après ça, les choses vont changer pour les États-Unis. Mais quant à faire que les États-Unis soient là, Tshisekedi a bien fait, alors très bien fait, d'aller les voir. Parce que c'est eux qui gèrent le monde, sans exception. C'est eux qui sont capables de mettre n'importe quel pays en difficulté de sécurité ou économique. Et vous voyez ce qu'ils font à n'importe quel autre pays aujourd'hui. Le temps que ces pays-là s'organisent et puissent opposer aux États-Unis, ça ne prendra pas moins de 5 ans ou 10 ans. Et quand ça viendra, oui, les États-Unis seront faibles, mais ils seront toujours parmi les grands joueurs. Tshisekedi va
poursuivre ceux qui ont mis ce pays en molle. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit au micro de Top Congo quand on lui avait dit quel était son plus grand regret? Il dira c'est de n'avoir pas mis en prison ceux qui avaient mis ce pays-là en molle. Et c'est ce qu'il a commencé petit à petit. Mais il n'y va pas encore fort jusqu'à ce que tout cela soit établi. Quand tout cela sera établi et qu'il a mis les forces d'invasion, donc les forces rwandaises qui ont envahi notre pays à l'est dehors, ça va se faire. Là, vous allez voir de quel bois il se chauffe. Le jour que le Rwanda se retire, le M23 disparaît par lui-même, l'AFC disparaît par lui-même, et tous ces autres-là disparaissent par eux-mêmes, juste comme ça, dans les airs. Et tout ce monde-là va se sauver pour aller en exil. Ils vont dire qu'ils sont traqués par Tshisekedi. Et pourtant, le pays est ouvert à tout le monde. Juste parce qu'ils n'auront rien à manger. Pour le moment, ils sont nourris par la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. C'est pour ça qu'ils tiennent encore le coup. Mais communauté internationale veut dire États-Unis, rien d'autre. Dès que les États-Unis se rallient ou s'unissent avec le Congo démocratique, ce sera fini. Toutes ces choses-là vont arrêter. Il n'y a aucun pays au monde qui a été en bonne intelligence avec les États-Unis, qui a souffert de problèmes d'insécurité ou qui a eu des problèmes économiques. Tous ces pays-là sont sécures, économie stable et même très développés. Ils sont riches. Vous voulez des exemples? Corée du Sud, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, le Mexique voisin, le Canada, mon pays. Tous ces pays-là sont des vassaux des États-Unis. Alors si nous aussi, on deviendrait vassal des États-Unis, à l'instar du Kenya, regardez comment le Kenya est développé. C'est de loin développé par rapport à la RDC. Le Kenya, là, et l'Afrique du Sud sont au même niveau. Même niveau. Les gens vont en Afrique du Sud pour y vivre. Ils oublient qu'ils peuvent vivre au Kenya pour les mêmes conditions. Regardez, un pays comme, prenons la Côte d'Ivoire, qui est un pays vassal de la France, mais parce que les États-Unis acceptent cela, ne s'en mêlent pas, vous allez en Côte d'Ivoire, vous regardez la Côte d'Ivoire, c'est un pays très avancé par rapport à la RDC. Même si l'Ivoirien moyen n'est pas plus riche que le Congolais moyen, mais regardez le standard du pays, il fait baver pareil. En Afrique toujours, prenons l'Égypte, qui est un vassal des États-Unis. C'est la première puissance de l'Afrique. Regardez les constructions, ça a coupé le souffle. Prenons le Maroc, un vassal des États-Unis. Regardez le pays. Et tant d'autres pays là-bas. L'Algérie, qui était vassal, et qui l'est encore d'une certaine manière de la France, mais autorisé par les États-Unis. Quand vous voyez un pays européen faire quelque chose à l'extérieur pour s'imposer, ne pense pas qu'il le fait parce qu'il est de cette puissance. Non, c'est juste parce que les États-Unis disent « Ok, allez-y quand même, ouais, on vous laisse faire. » Parce que dès que les États-Unis disent « Non », et ça arrête là. Un pays comme l'Ukraine, vous pensez qu'il y a un pays Ukraine qui pouvait tenir 3 ans contre la Russie? Pas du tout, ça n'existe pas. C'est juste parce que la Russie s'oppose à la communauté internationale, donc l'Occident, chapeauté par les États-Unis. C'est là la confrontation armée et tout.
les pays occidentaux se sont presque mis en faillite pour combattre la Russie aujourd'hui. Et les États-Unis en profitent. Ils continuent à mettre l'Europe à genoux. Tout ce que les États-Unis vont gagner dans cette guerre, c'est d'avoir l'Europe et l'Occident au complet à leurs genoux, sans avoir un seul individu qui peut oser parler, dire un mot. C'est la domination mur à mur, 100%. Après ça, les États-Unis vont utiliser ces pays-là contre ses antagonistes, donc contre la Chine et contre la Russie. Et c'est ce que vous êtes en train de voir se passer. L'Inde a acheminé du carburant russe à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, en suivant ce que les États-Unis demandaient, se sont retirés du commerce avec la Russie en imposant l'embargo sur les produits gaziers et pétroliers en provenance de la Russie. Mais sachant qu'ils ne peuvent pas vivre sans ces produits-là, ils se sont mis avec l'Inde. L'Inde va chercher ce pétrole, l'amène en Inde, l'emballe sous d'autres formes d'emballage, si vous voulez, exporte ça à l'Union européenne et l'Union européenne l'achète à prix beaucoup plus élevé. Il y a 2 jours, Trump impose des tarifs à l'Inde parce que l'Inde refuse de se créer des inimitiés, de se faire ennemi ou de refuser de faire des échanges commerciaux avec des échanges commerciaux avec la Russie. L'Inde a dit non. Je ne peux pas me mettre à genoux de la même manière que les Européens se sont fait à leur économie, à eux. Moi, je ne peux pas faire ça. Trump a dit tarif contre l'Inde. Les mêmes Européens qui recevaient ce produit-là de l'Inde se voient imposer par les États-Unis d'infliger le même sort de tarifs à l'Inde, vous vous rendez compte. Donc, eux aussi viennent se couper encore de vivre par l'Inde. Juste parce que les États-Unis le leur demandent, exigent. C'est ainsi que c'est rendu là. Et les gens qui osent critiquer Tshisekedi, parce que Tshisekedi est allé se rallier aux Américains, doivent se dire qu'ils sont fous dans leur tête. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quel est ce pays-là qui peut se mettre contre les États-Unis aujourd'hui et survivre? Je ne le vois pas. J'avais toujours, et je le tiens encore, malgré moi, que un pays comme la Russie et la Chine se mettaient ensemble et d'autres pays du BRICS pouvaient opposer une forte résistance aux États-Unis. Mais ces mêmes pays-là, qu'est-ce qu'on voit? Ils se battent jour et nuit pour être en bon terme avec les États-Unis. Vous croyez qu'avec ça, Tshisekedi a encore tort de s'être rallié aux États-Unis? Vous devez être fou. Si vous n'êtes pas fou, vous êtes tout simplement inconscient. C'est la meilleure des choses que Tshisekedi pouvait faire dans les circonstances objectives de notre pays en ce moment. Et vous allez voir ce que Tshisekedi va devenir après. Nous attendons. Le Rwanda et les Occidentaux et ceux qui sont derrière le Rwanda sont en train de se battre comme des diables dans le couloir derrière les rideaux à Washington pour que le Rwanda puisse tirer son épingle de jeu. Oui, le Rwanda va tirer son épingle de jeu de tout ça parce que Tshisekedi, c'est ce qu'il voulait depuis qu'il est président au pouvoir. Il voulait que le Rwanda, comme tous les autres pays frontaliers de la RDC,
puissent tirer le profit de la RDC. Parce qu'on ne peut pas se développer seul parmi d'autres pays qui sont pauvres. Sinon, c'est l'instabilité qu'on va créer tout autour. C'est la raison pour laquelle les États-Unis permettent toujours au Canada et au Mexique de se développer. Pour que les États-Unis puissent vivre en paix. Sinon, ça va être difficile pour ce pays-là. Peu importe la puissance que vous pouvez avoir, si vous vivez avec des pauvres autour de vous qui sont en insécurité économique, ça va créer l'insécurité chez vous. C'est pour ça que vous voyez l'Afrique du Sud. Tous les pays qui sont autour de l'Afrique du Sud dépendent de l'économie sud-africaine et qui est ouverte à ces pays-là. L'Égypte tout autour de lui, c'est pareil. Le Maroc tout autour de lui, c'est pareil. Quand vous regardez l'Allemagne, les pays qui sont autour de l'Allemagne profitent de l'économie allemande. Tous les pays de l'Europe, incluant la France, c'est pareil. Donc ne vous étonnez pas de ce que Tshisekedi a fait. Oui, il faut que le Rwanda se retrouve, l'Ouganda se retrouve, le Kenya, je ne sais pas, la Tanzanie, le Congo voisin, l'Angola, tout ce monde-là doivent se retrouver et ils n'arrêtent jamais de dire que leur pays ne se développe pas et que l'Afrique ne se développe pas à cause de la RDC. Ils ont raison de le dire. Mais pourquoi ils étaient muets et ils n'agissaient pas avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir? Parce qu'ils étaient dans le coup. Ils étaient tous partie prenante dans le mal qui frappait le Congo. Maintenant, ils n'ont pas de choix. Ils doivent se rallier à la RDC. Oui, la RDC va être un pays incontournable. Et ceux qui pensent que les États-Unis vont faire tous avec Tshisekedi, Tshisekedi implante tout ça, et puis il part, vous allez vous mordre les doigts. Les États-Unis vont tout faire pour que Tshisekedi, qui a commencé avec eux, puisse continuer légalement. Et c'est ce qui va arriver. 2028, Tshisekedi ne part pas. Pour le bien des Congolaises et des Congolais. Maintenant, vous pouvez chialer comme vous voulez. J'ai vu des gens dire, oh, les gens de l'UDPS n'ont rien à dire que Ambongo aille chez le Rwanda, que Katumbi et les Nanga, tous se rallient au Rwanda, ils ont droit. Mais nous aussi, nous irons au Rwanda. Parce que vous n'avez pas à dire. Là, ils montraient des photos des membres du gouvernement Tshisekedi qui sont avec les membres du gouvernement rwandais, hein, flanqués, qui sont dans le flanc des États-Unis. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les négociations, comment ça se passe? Le facilitateur est au milieu. Les antagonistes sont dans le flanc. Comment voulez-vous que ça se fasse? Vous voulez aller manger au Rwanda? Allez-y. Nous vous voyons. Nous voyons tout ce que vous faites. Nous comptons nos 15 millions de morts avant Tshisekedi et les morts qui s'en sont suivis. Et surtout encore, ceux qui viennent fraîchement d'être tués à Goma, Bukavu et ça qui est partout là-bas. Vous y allez, ce que vous êtes en train de vous rallier aux mains sales de Kagame. Et vous allez vous rappeler quand on vous appellera. Ce ne sera pas oh, parce que vous êtes Moussoaili, oh, parce que vous êtes... Non. Ce sera parce que vous avez commis des crimes contre la RDC. Par action ou par association. Vous vous associez aux malfaiteurs, vous êtes partie prenante au crime. Allez manger l'argent au Rwanda. Vous allez le payer avec le Rwanda. Tout va se payer cash et vous verrez. Il n'y aura pas de saints. Même ceux qui se cachent à l'union sacrée aujourd'hui, là, vont le payer.
Parce que l'union sacrée n'est pas une plateforme de blanchiment. Vous n'allez pas là-bas pour être blanchi, nettoyé de vos crimes. Non, 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 les crimes restent. Et on va vous appeler en temps et lieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain. Bienvenue au Conspiratorium et je suis votre frère Bertin Bahaya.